Merci, bonjour à tous. Oui, donc l'idée, c'était effectivement, on avait fait de manière consensuelle sur les centres de la région dite Hugo, c'est-à-dire les universitaires du Grand Ouest. Donc effectivement, il y a bien la Bretagne, il y a tout le Val-de-Loire et puis il y a le Poitou-Charentes. Un algorithme. Alors, en termes de présentation sur le plan pratique, si on peut le passer autrement qu'en le défilant, parce que c'est un truc animé, donc ça va mal se passer, les gens vont pas bien comprendre. Donc il faut soit le passer en plein écran, soit que je prenne la main, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Je peux prendre la main si vous voulez, hein. Je prends la main alors, c'est ça? Je n'entends pas. Tu peux partager. Ok, je partage. Tac. Et donc vous me direz si vous voyez bien. Attendez, je fais un peu de ménage là-dedans. Hop. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Très bien. Donc voilà, l'idée c'était effectivement puisqu'on a beaucoup de données dans le registre, de voir si notre idée d'algorithme était du délire absolu ou si la plupart des dossiers rétrospectivement correspondaient à cet algorithme. Donc je vous le refais rapidement, l'algorithme, hein, c'était une prise en charge initiale qui était décidée d'être assez précoce, c'est-à-dire du premier jour de vie jusqu'à J2, où il y avait deux critères qui nous permettaient de faire cette prise en charge. Un, c'était l'état général, c'est-à-dire en fait de savoir s'il y avait une prématurité, un petit poids ou des cardiopathies d'intervention respiratoire qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire d'intervention correctrice au départ. Et deux, le niveau de la fistule, évidemment, et donc la réalisation d'une trachéoscopie qui nous permettait de voir avec l'ASP l'ensemble des fistules possibles et donc de classer ces patients. Et donc, on avait deux situations en fonction de l'état général. Et puis, si l'état général était dégradé, mais qu'il y avait une fistule inférieure, ce qu'on proposait, c'était de faire une gastrostomie et une fermeture de fistule ou de l'œsophage inférieur en fonction des différentes circonstances. S'il n'y avait pas de fistule, ce qu'on disait, c'était de mettre une gastrostomie puis de mesurer la longueur. C'est le cas d'ailleurs, même s'il n'y a pas un état général conservé, et ça, c'est plus discuté dans la littérature. Il y a des gens qui, en d'état général conservé, ne mettent pas de gastrostomie. Et puis, en présence, dans un état général conservé d'une fistule inférieure, il y a la fermeture de la fistule et le traitement de l'atrésie avec une anastomose. Et donc, la place de la thoracoscopie reste à évaluer. Si l'anastomose est impossible, on revient sur la case gastrostomie. Et puis, s'il y a une fistule supérieure, il faut la fermer par voie cervicale cette fois-ci. Et là, donc on revient sur un long gap. Donc ça, c'est la prise en charge initiale. Vous allez voir qu'elle ne pose pas de grosses difficultés sur le plan de l'application de cet algorithme. Et puis, il y a le deuxième temps, quand il y a un deuxième temps, évidemment, quand il faut attendre que l'enfant puisse tolérer des interventions plus lourdes. Alors là, on avait mis effectivement avis d'experts pour décider de cette prise en charge secondaire, car il n'y a vraiment pas de recommandations internationales. Enfin, il y en a, mais elles ne sont pas beaucoup validées. Et donc, on a proposé, nous, pour les enfants qui avaient été simplement fermeture de fistule, mais pas d'anastomose, mais qui étaient dans un état où ils pouvaient avoir une anastomose, de la faire à distance. Donc ça, c'est le cas en fait des prématurés, hein. Et puis secondairement, pour ceux qui ont un long gap, on a distingué deux catégories, ceux qui avaient un long gap pas trop long, où on pouvait soit faire l'anastomose différée, qui est la technique classique, soit introduire cette technique de Fokker. Et nous, on préconisait de faire un Fokker interne par thoracoscopie avec des étapes séparées de 2-3 jours, c'est-à-dire une séquence d'intervention assez rapide, et une anastomose que lorsque l'étape précédente, les deux extrémités étaient en contact pour que l'anastomose ne soit pas trop en tension.
On n'avait pas mis de délai de première intervention, mais dans l'esprit, c'était d'aller assez vite, c'est-à-dire de démarrer cette séquence de Fokker dans les 2 premières semaines de vie. Et puis, si on était dans un vraiment très long gap, alors on passait à un remplacement œsophagien, donc les 3 techniques décrites, c'est-à-dire jéjunal, coloplastie ou gastroplastie. Donc ça, c'était le protocole. Et donc là, je vous repasse pour dire ce qu'on a de disponible au niveau du registre. Donc, premier point, on m'a transmis donc au mois de juillet 2019 1345 fiches, dans lesquelles 2%, il n'y avait pas de données de chirurgie et donc ils n'ont pas été exploités. Et sur celles qui étaient exploitables, vous voyez qu'on a énormément de parcours de soins différents, ce qui est logique puisque ce n'est pas simple. Si c'était simple, il n'y aurait pas besoin d'algorithme. Et donc, je reviens sur ce protocole pour dire qu'on n'a pas de souci pour trouver évidemment la date d'intervention à J1, J2 quand il y a une anastomose ou quand il y a une gastrostomie. C'est un peu plus compliqué, on va le voir, quand il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, la date d'anastomose fournit un certain nombre de données. La classification de l'AD, évidemment, nous permet de classer les atrésies. Donc, ça n'a pas de problème pour le type de fistule. De savoir s'il y a une anastomose, oui, on le sait. De savoir si c'est par thoracoscopie, on le sait aussi. S'il y a eu un Fokker ou non, on le sait. S'il y a eu une coloplastie, une gastroplastie, on le sait aussi. Par contre, on ne sait pas s'il y a un transplant jéjunal, car ce n'était pas introduit dans les fiches, mais je pense qu'il y en a très peu. Et donc, la seule chose qu'on ne sait pas trop, c'est quand on a fait une fermeture de fistule supérieure, puisqu'il n'y a pas de date d'intervention pour ça. Et puis, quelle a été la décision quand l'anastomose était impossible? On arrive là, mais comment et par quelle modalité, on ne sait pas trop. Et puis, il n'y a pas les critères de longueur de gap, et il n'y a pas de critères aussi sur les modalités d'état général initial, et donc, puisque c'est nous qui l'avons entendu, et donc le fait de savoir comment les choses ont été décidées. Enfin bon, on avait déjà pas mal de données. Donc voilà, sur ces fiches exploitables, il y a déjà la date d'intervention entre J0 et J2 qui a fait enlever, entre guillemets, un certain nombre de fiches. Vous voyez qu'on est à quasiment à 13%, 13% et demi, et dont une grosse partie, c'est l'intervention hors délai. Alors, dans ces 140 patients, il y en a la moitié, à peu près 70, qui ont des délais d'intervention qui sont à moins de 8 jours tout de même. Donc, bon, c'est parce qu'on a mis J0, J2, mais ce n'est pas un critère majeur de mauvaise prise en charge, je ne pense pas. Par contre, il y en a l'autre moitié qui est largement, avec des dates largement supérieures. Là, c'est parce que je pense qu'il nous manque la date d'intervention initiale, parce qu'il y a il y a des tas de fiches où il y a une première intervention à 6 mois, voire 1 an. 1 an, c'est peut-être une erreur d'enregistrement. 6 mois, c'est parce que c'est la date de la coloplastie ou de la gastroplastie, et on n'a pas la date initiale de la gastrostomie ou de la prise en charge initiale qui a été faite. Donc ça, je pense que c'est plus un défaut d'enregistrement. Donc sur celles qui, pour la date, ont respecté le protocole, donc les tout de même 1140 fiches, on a regardé si l'endoscopie trachéale a été réalisée pour savoir quel était le type de fistule, et vous voyez qu'elle est réalisée dans un tiers des cas, qu'elle ne l'est pas dans 2 autres tiers, avec une partie qui est non enregistrée. Donc ça, c'est déjà un point qui, a priori, ne respecte pas notre protocole, en tout cas en partie. Alors, après, il faut savoir évidemment que c'est déjà un enregistrement qui date de plusieurs années, et donc je pense que les pratiques sont en train de s'améliorer de ce côté-là. Mais voilà, ça, c'est un point un point probablement d'amélioration. Après, quel est le type d'intervention? Alors, il y a un tout petit pourcentage où on ne sait pas bien ce qui s'est fait. La plupart, et même si on intègre les 70 malades là avec des délais décalés, ça ne change rien en pourcentage, j'ai regardé. La plupart sont opérés, ont une anastomose. Donc, vous voyez, 90%, ce qui correspond à ce qu'on sait à peu près, avec 11%, enfin, on va même jusqu'à 13-14% si on monte les scopies converties, puis le reste en thoracotomie. Vous voyez, il y a quelques patients qui n'avaient pas de fistule inférieure et qui pour autant ont été opérés d'emblée avec une anastomose. Pardon Guillaume, juste d'accélérer un petit peu si on va avoir un peu de discussion, tu vois, pour tenir à peu près. Je suis désolé de mettre un peu de pression. Mais... Oui.
Ben, j'accélère. Et donc, on a 10% de prise en charge différée avec toute la répartition. Vous voyez que les Fokker sont très peu représentés. Donc, voilà, les chiffres, vous les aurez après. J'ai simplement regardé si ceux qui faisaient de la thoracoscopie prenaient en charge de manière différente les atrésies après. Et on voit qu'il y a simplement plus de thoracoscopie dans ceux qui font de la trachéoscopie que d'autres. Après, pour le reste, il n'y a pas de différence. Et puis ça, c'est les délais. On voit bien que quand on fait une anastomose, on opère plus précocement que quand on fait une plastie. Mais ça, c'était assez logique. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de cette affaire-là? Ben, nous, on s'est posé la question de savoir s'il avait un intérêt à faire une étude pour savoir s'il y avait une différence de résultats dans la prise en charge pour les patients qui avaient eu une trachéoscopie versus ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, on a envisagé une étude cas témoin et on a fait nos calculs et ça ne rentre pas, puisque vous voyez qu'il faudrait à peu près 800 patients de plus par rapport à tous ceux qu'on a déjà pris en charge pour pouvoir faire cette étude rétrospective cas témoin. Donc, pour l'instant, ça ne passe pas. Et donc, voilà ma dernière diapositive. Donc, je suis à peu près dans les temps. Donc, a priori, pour la trachéoscopie, on ne va pas pouvoir le dire, mais on sait bien que, parce que ça a déjà été publié, y compris par notre centre de référence, que c'est utile a priori, et notamment pas que pour l'atrésie, mais ça permet aussi de voir d'autres malformations. Et donc, comment améliorer cette prise en charge au vu de ce qu'on a regardé là sur le… Ben, c'est un peu compliqué, honnêtement. Moi, je n'ai pas de solution miracle, et c'est vrai que la discussion va être intéressante, parce que, à part le fait que je pense qu'il faut qu'il faut faire un protocole pour savoir comment on fait les Fokker, pour que ceux qui le fassent à peu près tous de la même façon. À part ça, comment est-ce qu'on peut déterminer des centres experts pour les atrésies qui n'ont pas de prise en charge immédiate, c'est-à-dire toutes les formes compliquées, lesquelles est-ce qu'on met en place des contrôles du type? Enfin, je suis ouvert complètement à la discussion. On voit que le protocole colle assez bien à ce qu'on fait déjà, peut-être sous réserve des Fokker, mais c'est normal puisque c'est une technique toute récente. Mais pour le reste, je ne sais pas comment organiser en France la prise en charge des formes complexes, hein, parce que les formes simples, je pense qu'elles ne posent pas de soucis, des formes complexes. Voilà, je vous laisse reprendre la main, je pense, ou j'arrête moi. Oui, voilà, c'est ça, j'arrête moi. Et comme ça, vous allez pouvoir… Merci. S'il y a des questions et des remarques et des suggestions, donc, ça illustre l'intérêt aussi de notre registre, puisque vous voyez que là, on est dans une démarche de bonne pratique de soins et que par les données du registre, on peut au moins, de façon partielle, avec quand même beaucoup d'infos, valider une attitude. Donc, je trouve que c'est aussi de l'utilité de ce registre. Ce n'est pas que de donner des données épidémiologiques, ce n'est pas faire que de la recherche, c'est aussi d'améliorer les pratiques. Donc ça, je trouve que c'est assez super d'avoir pu faire ça. On est toujours frustré de manquer d'infos, mais bien évidemment, si on mettait toutes les infos, d'abord, on ne sait pas à l'avance celles dont on va avoir besoin. Et puis, par exemple, le gap, je me souviens, Ronnie, on l'avait mis au début dans notre enthousiasme, et puis on l'a viré parce que personne ne le mesurait ou pas de la même manière, et qu'on avait moins de 10% des données renseignées, on l'a enlevé. Ça ne sert à rien de laisser un item qui n'est jamais rempli et non exploitable. Enfin bon, c'est les limites d'un registre, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors après, ton commentaire, je pense, il est redoutable. Enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on fait des cas qu'on n'opère pas tout de suite? Faut-il tous les discuter un par un, les concentrer sur quelques centres experts, un par région, combien? À partir de quand on est bon? Voilà, jour on aura cette information, je pense qu'on sera… mais c'est la bonne question, mais on l'a depuis le départ, hein. Je pense que pour les types 3 classiques, on a bien vu, d'après les données du registre, qu'il n'y a pas de différence en termes de caseload, d'expérience, et globalement, le patient est mieux tout près de chez lui parce qu'il est mieux soigné. Pour des formes très compliquées dont on discute régulièrement dans nos RCP, on se rend compte que là, c'est vraiment très difficile. Et là, peut-être que la concentration sur quelques centres, je ne sais pas combien et sur quels critères les déterminer, pourrait améliorer les choses, en sachant que quand c'est compliqué pour tout le monde, hein. Mais bon, voilà. C'est une très bonne question, hein. On a un peu commencé à y réfléchir dans l'Ouest, et on en a fait par exemple un très récemment où ça a été discuté ensemble.
Et puis, c'était un long gap. Et j'ai déplacé, parce qu'il y a aussi le problème de la logistique et de déplacer des petits enfants qui ne sont pas forcément en pleine forme, surtout sur des séquences de Fokker où il faut faire plusieurs interventions de suite. Et donc, je me suis déplacé sur la première intervention de Fokker, sur une équipe qui a parfaitement la maîtrise de la thoracoscopie. Donc, c'était un premier temps qui a été fait, pas par moi, mais où j'étais un peu en conseil technique au vu de mon énorme expérience de Doka. Et comme ça, le patient a été pris en charge sur place, mais en suivant le protocole tel qu'on l'avait écrit. Et c'est vrai que ça peut être aussi une forme light comme ça d'expertise. On sait que nous, dans l'Ouest, on a à peu près un enfant comme ça par an. Et donc, c'est très compliqué de mettre un centre pour une grande région comme le nôtre, quoi. Donc, il y a aussi des manières comme ça de voir les choses de manière un peu plus souple. Merci beaucoup. On va continuer. Donc, c'est Thomas qui nous présente l'état de l'art de ce vieux projet, hein, Thomas, mais qui avance, si tu viens nous en parler. Voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Du coup, pardon, c'était l'idée justement de reprendre ces tout petits nouveau-nés qui avaient aussi une atrésie de l'œsophage. Donc, en fait, en France, en gros, il y a à peu près 1,3% des naissances qui sont des bébés de moins de 1500 grammes, avec un taux de survie qui est quand même diminué par rapport à la population normale. Et pour les extrêmes petits poids, donc c'est extremely low birth weight, moins de 1000 grammes, avec une survie autour de 65%. La prévalence de l'atrésie de l'œsophage, c'est à peu près 1,8 pour 10 000 naissances par an, avec, d'après le registre, une survie globale autour de 95%. Mais la combinaison des deux, là, de l'atrésie de l'œsophage et du petit poids de naissance, complique quand même les choses. Donc, on retrouve quelques case reports là, assez sensationnels. Voilà, ce petit bébé au Japon, 1470 grammes, qui a été opéré en 2 temps, qui n'a pas survécu. Et là, le premier survivant d'une atrésie opérée en 1 temps, avec une anastomose en 1 temps, au Royaume-Uni, à 525 grammes, mais avec 6 ans de recul et qui va bien. Bon, on peut quand même opérer des tout petits poids, et parfois ça se passe bien. Il y a eu différentes classifications justement qui permettent un peu de faire des groupes de gravité. La plus connue, c'est la classification de Spitz, avec le poids de plus ou moins de 1500 grammes, et l'association à une cardiopathie sévère ou non. Quand on a plus de 1500 grammes sans cardiopathie, on a un taux de survie qui est quasiment de 100%. Et puis quand on combine moins de 1500 grammes et la cardiopathie sévère, là, il est tombé autour de 22%. Et c'était un article des années 90. Plus récemment, on a une équipe japonaise qui a un petit peu fait une classification un petit peu différente. Toujours pareil avec le poids et la cardiopathie. Donc, plus de 2 kg sans cardiopathie, on a 100% de survie. Et puis, moins de 1000 grammes avec une cardiopathie, tous les enfants décèdent. Voilà, donc, c'est les groupes de gravité, on va dire. Donc, l'étude qu'on avait faite, c'est une étude qui est multicentrique. On avait 33 centres qui avaient fourni des patients. C'est une étude rétrospective, mais avec des données qui sont prospectives via les fiches initiales et 12 mois. Et donc, on est parti de juin 2009 jusqu'à décembre 2016. Donc là, il y a une année qui a été rajoutée. 121 patients, donc c'est une grosse série, essentiellement des garçons. Le diagnostic anténatal, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le registre, on est autour de 20%. 100% des types 1 ont été diagnostiqués en anténatal dans cette cohorte précise. Le poids moyen de 1200 grammes, donc on va de 675 jusqu'à 1500 grammes, et on a 26 patients qui ont moins de 1000 grammes. Le terme moyen autour de 30 semaines, et on a beaucoup de retard de croissance, en fait, pour ces patients. Un tiers des patients a un retard de croissance. Le type, on a essentiellement des types 3, 7 type 1 dans l'étude, et on a 3 patients pour lesquels on ne sait pas, en fait. Donc, sur l'ensemble de la population étudiée, il y avait 65% des patients qui avaient des malformations associées, ce qui est quasiment ce qu'on retrouve dans le registre. On a un patient sur 5 qui a un syndrome de Bacterl, 9% qui ont des malformations anorectales associées, 40% des malformations cardiaques, donc ça fait une cinquantaine de patients. On a pu retrouver le détail de la cardiopathie pour la moitié de cela. Je suis en train de chercher les suivants, mais ça reste compliqué. Et en fait, finalement, c'est pas
tout le temps des cardiopathie sévères. On retrouve là-dedans un canal artériel perméable qui n'est pas une cardiopathie vraiment, finalement, ou des petites CIA qui se ferment toutes seules, donc finalement qui n'ont pas de grandes conséquences sur l'état du patient. La mortalité globale, donc sur ces 121 patients de moins de 1500 grammes, on est à 27% de mortalité, contre 5%, donc il y a quand même un rôle du poids. Et puis quand on compare les moins de 1000 grammes et les 1000 à 1500 grammes, finalement, il n'y a pas une grosse différence. On est à 31% et 27%. Ce n'est pas une différence qui est significative. En extrayant les 7 patients qui ont un type 1, donc qui n'ont pas de fistule, donc probablement la fistule, ça complique un peu les choses dans l'affaire. Donc ceux qui n'ont pas de fistule, donc on avait 7 patients, ils étaient tous plus de 1000 grammes, avec un terme moyen de 31 semaines. On avait 2 patients qui avaient des anomalies cardiaques, mais c'était un canal artériel et l'autre une petite CIV, donc qui n'était pas sévère. On a 2 syndromes de Bacterl. Donc vous voyez le traitement chirurgical. Et puis là, on est très bon, 100% de survie. Mais bon, ils font plus de 1000 grammes et ils n'ont pas de cardiopathie. Quand on prend ceux avec la fistule, donc on avait 111 patients. L'anastomose primaire a pu être faite pour à peu près les 2 tiers des patients. 25 patients, on a tenté une procédure en 2 temps. Donc, il y a eu quand même sur ces 25 patients 5 décès avant l'anastomose. C'est-à-dire qu'il y a eu une ligature de fistule, une gastrostomie, et puis une anastomose œsophagène qui n'a pas pu être faite pour ces 5 patients. Donc là aussi, on voit, on est à 22% des patients qui ont une anastomose en 2 temps, contre 6% dans l'ensemble du registre. Donc peut-être que dans ces 6%, c'est finalement beaucoup des petits poids de naissance. Et puis, on a 15 patients pour lesquels, finalement, il n'y a eu qu'une gastrostomie ou qui n'ont pas été opérés, qui sont décédés avant la chirurgie, un mauvais état hémodynamique ou un accompagnement sur un syndrome polymalformatif, trisomie 18, etc. Il y a eu 11 thoracoscopies. Finalement, c'est essentiellement des thoracoscopies dans le 2e temps. Et les anastomoses directes en un seul temps, il n'y a eu que 2 patients, un qui faisait 924 et l'autre 1400 grammes. 40% des patients qui rentrent à domicile, des survivants rentrant à domicile, ont un support entéral par une gastrostomie. Et sur la fiche des 1 an, on a, vous voyez, 40% de ces patients qui ont une gastrostomie, à peu près autant de sténose que le reste de la population, 27% par rapport à 20% du registre, pas plus de récidives de fistule. On a un petit peu plus d'enfants qui ont des nicènes, 15% par rapport à 8% en gros sur l'ensemble du registre. Quand on regarde la mortalité de ces patients avec la fistule, on est pareil, autour de 27%. Pas de différence par rapport au poids entre les moins de 1000 grammes et les 1000 à 1500 grammes. Pas de différence significative non plus pour les patients qui avaient ou qui n'avaient pas de retard de croissance. Quand on regarde la technique chirurgicale, en faisant l'anastomose en 1 temps ou en 2 temps, finalement, il n'y a pas une différence dans la mortalité, avec des groupes à peu près identiques en termes de poids, de cardiopathie, etc. Par contre, on a une morbidité qui est augmentée si on fait cette anastomose en 2 temps. On a plus de chirurgie en tire-flux, 28% contre 11%, plus de sténose, presque plus de 50%, et un support entéral à l'âge d'1 an qui est nettement augmenté, 57% contre 15%. La cardiopathie, ça joue un rôle. Alors, même si on n'arrive pas à voir le type de cardiopathie, le patient qui a une cardiopathie versus celui qui n'a pas de cardiopathie, on a franchement un effet sur la mortalité. Et si on prend finalement les patients qui font plus de 1000 grammes sans cardiopathie, on a un taux de survie qui est relativement bon. On a un taux de mortalité là, qui est autour de 8%, qui est franchement bon. Par contre, dès qu'on fait moins de 1000 grammes ou qu'on a une cardiopathie, là, tout de suite, la mortalité, elle explose. Donc, il y a pas mal de séries qui ont été publiées. Il y en a eu quelques-unes là récemment, en 2020, 2021. Celle-ci, la dernière, c'est le registre turc. Ils ont une 30aine de patients avec un taux de survie qui est quand même moins bon qu'en France. On a ici les Allemands, donc 48 patients, donc c'est une grosse série. On n'a pas le taux de survie parce qu'en fait, c'est que des survivants. C'est des questionnaires qui ont été envoyés aux familles. Donc, voilà.
Donc, on voit que la littérature, il y a quand même pas mal de séries, mais nous, avec cette série-là, on a vraiment un nombre de patients très important, 121 patients au total et 26 patients notamment de moins de 1000 grammes, ce qui est une grosse série. Donc, voilà, une grande série, un excellent taux de survie des types 1. Alors, est-ce que ce n'est pas uniquement parce que c'est le biais de poids et de cardiopathie? Ce serait peut-être intéressant de faire un sous-groupe et puis de rechercher finalement sur ces patients-là. Facteurs de mauvais pronostic, ils sont connus finalement, moins de 1000 grammes et la cardiopathie. Mais finalement, voilà, le taux de survie, c'est un peu ce qu'on peut dire aux familles, c'est qu'un enfant qui fait plus de 1000 grammes, qui n'a pas de cardiopathie, il a un taux de survie qui est quasiment comparable au reste de la population. Toujours problématique des données manquantes. Là, on cherche toujours à avoir les informations, mais maintenant, on a le compte-rendu de l'échographie sur les dernières fiches. Donc ça, c'est excellent. Ça permet vraiment de savoir quel est le problème. Après, il y a la question on essaiera de répondre, c'est le traitement chirurgical optimal. L'idéal étant de faire une anastomose primaire. C'est ce que tout le monde cherche à faire. Mais on est contraint par l'instabilité respiratoire et hémodynamique, les malformations associées. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quand même que la morbidité, elle augmente franchement quand on fait une anastomose en 2 temps, donc il faut avoir ça à l'esprit. Et puis la place de la thoracoscopie, et ça se pose toujours pour ces tout petits bébés, probablement on peut dire assez clairement voilà, les contre-indications pour ce type de patient, moins de 1000 grammes ou une cardiopathie associée. Il faut peut-être ne pas tenter le coup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez la puissance du registre. Je veux dire, tu as là la plus grosse série quand on voit ton tableau, quand on est au double de tout ce que les autres ont essayé de faire. Donc, c'est quand même top de faire ça. Et puis, l'autre marque, c'est bravo d'avoir été jusqu'au bout. Non, mais c'est vraiment super. C'était important de s'accrocher. C'est vraiment génial. Est-ce que vous avez des... Et qu'est-ce que tu vas en faire, là? Vous êtes prêt à, du coup, à le soumettre? Je commence à écrire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Vas-y. Donc, merci, c'est très intéressant. Parmi les enfants décédés les plus petits, savez-vous s'il y a des décès après décision de limitation des traitements, ce qui biaise la mortalité? Oui, alors il y a eu plusieurs limitations de traitement, notamment sur des causes génétiques, on va dire, chromosomiques, et puis des hémorragies intraventriculaires sévères, en fait, avec des limitations de soins. Super. Alors moi, j'étais impressionné, mais je ne suis pas chirurgien. Une thoracoscopie à 1 kg, t'as des tuyaux assez fins, des machins assez fins pour nous, pour l'instant à Lyon, le cut-off qu'on se donne, c'est de 2 kg. Alors peut-être qu'on descendra plus bas. Mais il faut j'imagine, des... Alors je ne sais pas les équipes qui font s'ils utilisent du matériel particulier. Je ne pense pas qu'on ait des trocars plus petits que 3 mm. Ok. Pardon, c'est parce que tu étais debout. Mais... Très bien. Eh ben, écoutez, merci. En tout cas, merci beaucoup. Il faut qu'on continue, mais sujet passionnant et données extrêmement intéressantes. Donc maintenant, c'est Madeleine Omar donc, qui va présenter ou résumer COMAT6 et puis COMAT 12-13. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler particulièrement de la cohorte nichée des enfants nés en 2010, 2011 et 2012 pour lesquels on a réalisé ces fiches à 6 ans. Donc, d'abord, je vais vous parler de COMAT6 parce que c'est son petit nom. Et ensuite, je vais vous parler, toujours pour cette cohorte, de leur devenir à un peu plus long terme, puisqu'on a le projet, alors c'était initialement de faire COMAT 12 et ça va devenir COMAT 13. Les objectifs de l'étude, en tout cas pour la partie des informations que j'ai regardées, c'était d'évaluer les facteurs prédictifs de RGO à l'âge de 6 ans et d'en estimer la prévalence et d'essayer d'expliquer l'histoire naturelle, ce qui est, vous allez voir, assez complexe à comprendre et qui a été finalement une des parties assez originales de cette étude. Sur le plan de la méthode, vous la connaissez bien, ça fait partie du registre, c'est une étude en population avec une cohorte nichée, donc des enfants qui sont nés en 2010, 2011 et 2012. Donc, une étude qui a été menée jusqu'en 2018 pour avoir la possibilité de récupérer toutes les fiches des enfants à 6 ans. Donc, c'était plus ou moins 6 mois pour la dernière consultation. Et cela dans les 37 centres participants au registre, avec ces questionnaires, bien sûr, déjà remplis dans le cadre du registre à 0 et à 1 an, et ce nouveau questionnaire à 6 ans.
bien plus détaillé et plus long à remplir que les précédents. La définition du reflux gastro-œsophagien qu'on avait pris est la suivante. Il fallait qu'il y ait soit une pH-métrie, pH impédance-métrie positive et ou une endoscopie montrant la complication du reflux et ou une chirurgie anti-reflux qui a été réalisée et qui était nécessaire. Donc, il y avait en effet un peu plus de 500 patients qui étaient éligibles. On a éliminé les types 1 pour éviter qu'il y ait des... parce qu'on les connaît plus compliqués sur le reflux gastro-œsophagien. Donc, chez les 473 patients qui étaient éligibles, on a éliminé les patients perdus de vue, les patients qui étaient décédés non seulement à la naissance à 1 an, mais aussi entre 1 an et 6 ans, et ceux pour qui, bien sûr, on avait des données manquantes, que ce soit concernant le reflux ou alors qui n'avaient pas eu leur consultation de suivi à 6 ans dans les limites qu'on s'était fixées. Ça donne une population de presque 300 patients, ce qui est quand même une belle population. Les facteurs prédictifs du reflux gastro-œsophagien à 6 ans, c'était d'avoir un reflux gastro-œsophagien à l'âge d'1 an. Et ça, c'est le ratio le plus élevé, quasiment 10 fois plus de risque quand on a un reflux gastro-œsophagien à 1 an d'en avoir un à 6 ans, ce qui semble assez logique. Environ 6 fois plus de risque lorsqu'on a eu une gastrostomie avant l'âge d'1 an. Ça veut dire pas forcément encore une gastrostomie en place, mais le fait d'avoir eu une gastrostomie avant l'âge d'1 an était facteur de risque d'avoir un reflux gastro-œsophagien à 6 ans. 5 fois plus de risque lorsqu'on a été dénutri, lorsqu'on avait un IMC inférieur à moins 2 DS, d'avoir un reflux gastro-œsophagien à l'âge de 6 ans. Et donnée très originale, et pour la première fois, elle sort dans cette étude de façon indépendante, le fait d'être un garçon donnait presque 3 fois plus de risque d'avoir un reflux gastro-œsophagien à l'âge de 6 ans. Quand on prenait la définition donc stricte du reflux gastro-œsophagien, sa prévalence à 6 ans, c'était 32%, ce qui n'est pas négligeable. Si on descendait avec juste les reflux opérés, on était à 20%. Donc, tout à l'heure, Benoît nous parlait de 46% d'adultes qui avaient eu un reflux gastro-œsophagien, un ICEN à l'âge adulte. Ça veut dire qu'il y en a quand même une paire qui sont opérés entre 6 ans et l'âge adulte. Ça, c'est la partie de l'étude qui est la plus complexe à comprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un reflux gastro-œsophagien à l'âge d'1 an et qui ne reste pas à l'âge de 6 ans, mais on peut être indemne d'un reflux gastro-œsophagien à l'âge d'1 an et qu'on en ait un à 6 ans. Et donc, par exemple, le RGO, il disparaît à 6 ans chez environ un quart des enfants, alors qu'ils en avaient un à 1 an. Chez les enfants qui étaient indemnes de RGO à 1 an, il y en avait un quart qui en avait à 6 ans. Et à peu près la moitié des enfants qui avaient un reflux gastro-œsophagien à 6 ans en avaient un à 1 an. C'est quand même des données qui sont assez interpellantes sur l'évolution. Il n'y a pas vraiment de règle à retirer de ça, c'est-à-dire quelle est l'évolution naturelle du reflux gastro-œsophagien. C'est difficile de conclure quoi que ce soit. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Pour certains d'entre vous, vous avez vu passer le draft, mais j'ai soumis donc à Pediatrics très récemment, le 14 juin, ce papier, qui j'espère aura une fin un peu moins longue que le précédent. La deuxième est donc la suite de l'étude de cette cohorte, c'est COMAT-12 qui devient COMAT-13. Alors juste un petit mot sur le changement de l'âge. 13 ans, comme M. Gautran vous l'a dit dans son introduction, c'est pour pouvoir coller à ce grand projet de trans et azome qui nous permettrait de profiter des moyens, si on l'obtient, financiers, pour remplir aussi les fiches, vous aider à remplir ces fiches à 13 ans et pouvoir pooler les données de ces enfants ensemble. L'idée et l'objectif de l'étude actuellement, c'est d'évaluer à l'âge de 13 ans la prévalence des troubles digestifs hauts, comme on l'a fait pour COMAT-6, reflux gastro-œsophagien et dysphagie, et aussi du côté respiratoire, comme on l'a fait pour COMAT-6, avec des données de qualité de vie, d'état nutritionnel et en termes d'hospitalisation pour des raisons respiratoires. On souhaite aussi identifier les facteurs associés à la survenue de ces troubles digestifs et des complications respiratoires dans la population. L'inclusion, elle va se faire exactement de la même manière que COMAT-6, c'est-à-dire à travers une fiche qui sera à remplir lors des consultations de suivi habituelles des enfants. Alors, ça rajoute un peu de temps de consultation comme vous l'avez vécu avec COMAT-6. On inclura de la même manière tous les enfants nés en France avec atrésie de l'œsophage,
qui ont été recensés par le registre CRACMO, donc qui ont déjà une fiche à la naissance et à 1 an, et qui sont nés sur les 3 mêmes années de naissance, 2010, 2011, 2012. Donc c'est notre cohorte COMAT6, et qui vont être âgés à l'inclusion de 13 ans, plus ou moins 6 mois, pour nous laisser la possibilité de les voir en consultation. Et ça se fait donc au cours de la consultation de suivi à 13 ans avec la fiche de recueil qui est quasiment en tout point semblable à celle que vous avez connue pour COMAT6, à la seule différence de l'échelle de qualité de vie. On avait utilisé la PET-SQL pour COMAT6. Là, pour COMAT13, on est en train de traduire l'échelle de qualité de vie typique de l'atrésie de l'œsophage qui a été fait par des Suédois, il me semble. Voilà, donc elle est en train d'être traduite en français. Mais sinon, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire les mêmes critères qu'on va regarder. Le critère de jugement principal, ça va être la présence de troubles digestifs ou à l'âge de 6 ans, avec le score de dysphagie et ou avec le reflux gastro-œsophagien. Donc, on va aussi regarder la clinique évocatrice, ce qu'on avait fait pour l'étude précédente. On avait regardé aussi, et par exemple, du point de vue du clinicien, il y avait 47% d'enfants qui avaient un reflux gastro-œsophagien versus 32% qui en avaient improuvé. Donc, c'est quand même un peu surestimé. On va regarder les pH-métries et les fibroscopies dans l'année et le fait qu'il y ait eu une chirurgie anti-reflux. Les critères de jugement secondaires, ça va être pareil, l'état nutritionnel, avec le Z-score du rapport poids sur taille et de l'IMC, et l'évaluation de la qualité de vie, où là, ça va être la qualité de vie spécifique d'atrésie de l'œsophage. Globalement, si on fait un rétro-planning, on commencerait en janvier 2023 pour terminer les inclusions en juin 2026 pour laisser le temps aux retardataires ou aux consultations un peu tardives de nous renvoyer les fiches. La récupération d'expérience, ça nous a mis un peu plus de 6 mois avec l'extraction des données et puis à partir de début 2027, l'exploitation des données. Actuellement, l'amendement il est en cours, on fait des amendements successifs du registre, donc on a un amendement en cours. Le CRF papier et la lettre d'information sont terminés, l'ICRF est sur le point de débuter dans sa création. On est donc en train de traduire les questionnaires de qualité de vie spécifiques à l'atrésie de l'œsophage en français. Et puis, on vient récemment de prendre la décision de changer pour COMAT13 pour faire ce lien avec le projet Transéaso. Et donc, il y a quelques petits amendements, mais il faut changer les chiffres dans ce qu'on avait écrit jusque-là. Je suis disponible pour vos questions. Merci Madeleine. Alors, ce projet COMAT6, COMAT12, et puis vous nous voyez arriver, on va faire COMAT24. Et alors, vous voyez les dates où ça va sortir, hein, donc on sera plus tous là pour les voir, mais c'est une occasion unique d'avoir une vraie cohorte en suivi longitudinal depuis la naissance. Ça existe nulle part. C'est extrêmement demandé. Hein, je me souviens, pour faire un petit clin d'œil aux représentants de la FAO, que la première fois que j'ai été montré notre registre, donc ça fait un petit bout de temps, j'avais fait un flop, un flop relatif, hein, un flop parce qu'on m'avait dit ouais, 0-1 an, on s'en fout, nous ce qu'on veut savoir, c'est, je le fais aussi un peu court, hein, c'est ce qu'ils deviennent à l'adolescence et à l'âge adulte. Parce qu'en effet, vous êtes dans cette dynamique. Voilà. Et on est en train de rejoindre cette demande-là, clairement. Parce que, ayant débuté ce registre il y a longtemps, on a la chance d'avoir des enfants qui ont été parfaitement phénotypés à la naissance. On a des diagnostics anténatales, on a des choses. On les a revus, vous avez vu, alors c'est une énergie fantastique d'aller les rechercher, on vous a sollicité, on vous a harcelé, n'oubliez pas de les revoir, il y a tout le risque des perdus de vue, des déménagés, de remotiver les gamins. Mais on a une cohorte assez exceptionnelle, la COMAT6, et on a le potentiel de faire quelque chose d'encore, qui se prolonge, et avec des données qui, en termes d'amélioration des soins, du suivi, de répondre à des questions comme tout à l'heure, il faut les endoscoper tous les combien de temps, nous permettra de répondre à ce type de questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, il y a des questions? Oui, allez-y. Merci, moi j'ai assez facilement des questions. Donc, ce que je comprends, c'est que le registre, globalement, il a 1300, 1400 personnes, c'est ça, sur l'ensemble? On va le montrer, on ira plus de 2150. Super. Ok. Oui, tout à fait. Donc, mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir ce suivi, comme vous disiez, sur la suite
Et c'est beaucoup d'attentes des parents. C'est mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Et aussi pour les rassurer, finalement, on essaye de passer ces messages-là, mais on vit finalement après. Et on a souvent plutôt, on aide beaucoup plutôt les parents de jeunes enfants pour lesquels c'est difficile. Et j'ai quand même une question, c'est quoi le questionnaire, le qualité de vie finalement? Qu'est-ce que vous allez traduire derrière? Qu'est-ce que vous allez chercher à identifier? C'est un questionnaire qu'on fait en double. On le fait et à l'enfant quand il est en âge de répondre. Donc à 6 ans, c'était le cas. À 13 ans, ce sera le cas aussi. Et aux parents, de façon indépendante, chacun répond de son côté, avec des choses qui sont assez standardisées alors, il y a 4 sous-parties, en gros, pour celui qu'on a utilisé jusque-là. Comment je me sens psychologiquement dans ma vie, comment je suis intégrée, est-ce que je trouve que je suis normale ou pas, est-ce que ma maladie m'embête, voilà, toutes ces choses-là. Et qui sont après avec un système de cotation très noté sur un pourcentage globalement de satisfaction ou de ressenti de maladie ou autre de façon générale. Donc nous, c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir le faire remplir à l'aide de la psychologue parce qu'on a une psychologue, nous, ici à Lille. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est des questionnaires qui sont très intéressants et on s'est rendu compte, alors là, je ne vous ai pas montré les données de qualité de vie parce que j'ai dû en sélectionner sur 10 minutes, mais de façon globale, et c'est ce qui ressort dans l'essentiel des études qu'on voit, les parents ont tendance à sous-coter la qualité de vie de leur enfant, et je pense que c'est ce que vous disiez assez bien. Nos grands-enfants, nous, ils nous disent bah, « laisse-moi tranquille, je mange comme ça et ça me va », ou d'être plus petit ou moins gros que les autres, je m'en fous tant que je ne suis pas embêtée comme je l'ai été quand j'étais tout petit. Et ben, c'est un peu ce qui ressort. Hein. Globalement, il n'y a pas de différence en termes de qualité de vie, de point de vue de l'enfant par rapport à un enfant de son âge qui n'a pas de maladie d'atrésie de l'œsophage, alors que pour les parents, ils ont l'impression que, en tout cas pour ceux qui ont un reflux gastro-œsophagien, il y a une différence en termes de qualité de vie et qu'elle est un peu moins bonne. Ok, on doit avancer on est à peu près à l'heure, c'est super. Donc, on fait le lien, on remonte dans le temps, alors finalement. Donc, Katia-Line, dont vous connaissez tous la gentillesse, l'efficacité et l'importance pour notre registre, puisqu'elle passe son temps dans les trains à venir aider les centres, à vous téléphoner, à saisir les fiches. C'est un énorme travail. Et du coup, l'idée avec aussi Ronnie, hein, bien sûr, qui accompagne et est responsable de ce registre, va vous montrer un peu l'état actuel du registre et puis les projets un peu qu'on a autour, qui sont nombreux, on s'en réjouit. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va vous parler un peu du registre et de quelques projets en cours parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, certains sont passés dans la matinée, donc pas besoin de refaire le point dessus. Donc, à l'heure actuelle, il y a 2105 patients qui sont porteurs d'une atrésie de l'œsophage inclus dans le registre. Il manque encore quelques fiches, donc on a un peu plus de retard que d'habitude sur les années 2018 et 2019. Donc, je vous renverrai un mail pour les fiches des centres manquants. Vu le contexte sanitaire qu'il y a eu, je pense que c'est un peu dû à ça, donc on va se rattraper. J'ai refait un point sur l'exhaustivité. Je pense qu'en fait, je le ferai systématiquement toutes les années, surtout quand je me déplace dans les centres, parce que je récupère des fiches à chaque fois, comme vous pouvez le voir. Donc, en 2019, forcément, c'est là où j'en ai récupéré le plus. J'ai fait quelques nouveaux centres cette année et l'année dernière, donc j'en ai encore récupéré. Et donc, comme vous pouvez voir, le nombre d'atrésies de l'œsophage qu'on pensait autour de 150 est bien au-delà. Donc, il y a même des années à 180 patients, ce qui est un beau rattrapage de fiches. Pour l'évaluation du registre et la relabellisation, nous avons fait un monitoring que nous allons continuer à faire pour faire un contrôle qualité des données. On a fait un monitoring sur 3 centres. Donc Amiens, Lille et Lyon. Et comme vous pouvez le voir, le taux de discordance sur les fiches est plutôt faible. Donc on a un bon remplissage des fiches initiales à 1 an par tous les centres. Donc ce qui nous a valu, comme vous le dira Ronnie, un triple A. Pardon. C'est que les données ne sont pas identiques entre le monitoring et ce qui a été noté. Après, savoir qui avait raison.
Oui, dès qu'il y avait une donnée, oui. Voilà, donc cette année, il me reste un peu des déplacements, donc je vais recontacter ces centres s'ils sont présents et qui me voient pour venir vous voir. Et j'ai déjà effectué donc tous ces centres cette année. Et c'était juste pour vous rappeler que si vous donc j'ai des centres déjà où je me déplace depuis longtemps, mais si vous vous sentez en difficulté, que vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à me solliciter, même des fois juste pour une fois remettre à jour parce que les fiches se sont accumulées. Il faut vraiment pas hésiter. Je viendrai avec plaisir sur site. C'est mon travail et ça me convient très bien. Donc n'hésitez pas. Ronnie. Je peux commenter simplement pour vous donner quand même cette bonne nouvelle, puisque en 2020, on a dû redéposer le dossier pour une revalidation du registre. Et on a reçu la réponse il y a quelques mois. Il change un peu de méthode. Là, il y a 3 chapitres. Avant, c'était une note globale. La dernière validation, on avait un B en 2015. Et là, on a le triple A avec la conclusion que vous voyez. Donc, on est quand même content de cet outil. Et on espère pouvoir trouver d'autres financements pour sa pérennité. Avec les AAA, on a fait d'autres demandes, mais sans beaucoup d'espoir. Mais ce qui quand même place ce registre parmi les rares registres validés par le comité d'évaluation. Et voilà, on ne va pas se jeter des fleurs, mais il y a de quoi quand même être fier. Nous, dans Ernica, on a beaucoup ressenti, je peux utiliser le terme jalousie. Enfin, ils sont prêts à tout pour récupérer ces 2000 et quelques patients, pour les mettre dans le registre européen. On leur a expliqué qu'on a du mal quand même comme ça d'un seul coup, et puis avec Bamara, tout ça. Donc pour l'instant, ils sont en veille, parce qu'il y a des idées et des projets de registre européen avec une fiche, une page par diagnostic, parce qu'ils ont fait ça déjà pour 10 pathologies chirurgicales. Donc là, notre registre est beaucoup plus important. Mais pour revenir aussi sur une remarque qui a été dite tout à l'heure, le fait de limiter à 1 an, effectivement, mais je pense qu'en 2008, on n'avait pas pensé à ça, mais ces cohortes nichées et ces cohortes qu'on peut ajuster à la carte sur le sujet qu'on veut, c'est là la richesse de ce registre, même s'il est que 0,1 an. L'important, c'est d'être exhaustif, d'avoir une trace de ces patients et pour faire des travaux, repartir et recontacter ces patients. Et je pense que c'est ça la force de ce registre, c'est d'être exhaustif, grâce à Katialine maintenant. Mais je veux dire, même si on rattrape des anciennes fiches, c'est toujours très intéressant, même si on est obligé de clore les années, 2 ans de décalage peut-être, mais on clôt l'année quand on va faire une publication. Là, les chiffres, par exemple, même l'incidence et la prévalence, on pourra la recalculer avec les fiches retrouvées. Mais je pense que le point le plus fort de ce registre, c'est quand vous avez accepté tous de participer et qu'on peut prétendre d'être exhaustif. Et ça, c'est ce qui manque aux autres très peu de pays. Il n'y a que les Finlandais qui ont ça. Hein. Très peu de pays ont des registres exhaustifs des malformations congénitales. Donc voilà, c'était pour vous faire partager cette nouvelle. Je redonne la parole à Kelly. Alors, bien sûr, jusqu'à présent, on avait une déclaration CNIL. Nous étions dans les règles, sauf que les règles ont changé. Donc, il nous faut faire une mise en conformité du registre sur le RGPD. Je pense que vous en avez tous entendu parler. On a débuté donc cette mise en conformité avec notre DPO local. Donc, les actions à mener sont de faire une convention avec vous pour encadrer le transfert des données. Donc, la convention, on aurait dû vous la présenter aujourd'hui, mais je pense que notre DPO était un petit peu surchargé. Donc, elle devrait arriver incessamment sous peu et donc on la transférera à vos centres. Il faut faire une déclaration du registre donc au DPO de Lille. Le registre est aussi à mettre sur un site que nous avons à Lille des études.
La lettre d'information, elle a été mise à jour et donc elle sera transmise. Il va falloir l'envoyer, et ce qui va être un travail conséquent, à tous les patients déjà inclus dans le registre, donc les 2105, plus la transmettre aux nouveaux atrésies qui sont inclus dans le registre. Et il faudra maintenant collecter plus qu'une seule initiale du nom et du prénom afin de produire les numéros de pseudo-anonymisation. Donc voilà. Donc dans le questionnaire, on doit changer Oui. la place. À la limite, griser une case et remplir qu'une case, quoi. Ça sera. Justement, avant de finir par les 2 projets restants, on voulait vous, peut-être, je ne sais pas s'il y a un quorum ou on fera ça de manière plus officielle. Vous savez tous qu'on est à la 3e version du questionnaire, qu'on a modifié grâce à vos commentaires et grâce à l'exploitation des données, et on a supprimé beaucoup d'items qui n'étaient jamais remplis. Et donc là, ça fait 4-5 ans qu'on est sur cette version, 2019, pardon. Nous, à l'occasion d'une réflexion interne, on s'est posé la question d'un item qu'on pourrait rajouter. Donc, on vous posera la question prochainement pour ceux qui remplissent, s'il y a des difficultés ou des commentaires à faire pour éventuellement prévoir une nouvelle version du questionnaire. Donc là, je vais juste vous parler de 2 projets, dont un où je vous ai embêté beaucoup ces derniers mois. C'est l'étude d'hétérogénéité spatio-temporelle, où je vous redemandais les noms de communes de vos patients depuis 2008. De naissance. Donc, au final, on a réussi sur 1956 codes INSEE, à retrouver 1956 codes INSEE sur 1992 patients du registre depuis 2008, ce qui nous amène à 15,8% de données manquantes. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous parce que c'est un travail qui était pas facile. Il a fallu retourner dans les dossiers parce qu'en 2008, ce n'était pas forcément informatisé pour retrouver des communes de résidence. Donc, je vous ai beaucoup embêté et au final, on a un bon résultat. Et ce fichier Excel sera traité en juillet. Donc, on espère que ça donnera des résultats. Je peux dire pourquoi on l'a fait. Vas-y. Pourquoi on veut les codes INSEE de naissance? Et en fait, il y a les compétences d'un ingénieur bioinformaticien, épidémiologiste ici à Lille, qui est spécialiste des localisations spatio-temporelles. Et en fonction de pas la commune de naissance, mais le code INSEE, pourra nous calculer sur nos 2000 patients s'il y a des clusters, des regroupements avec des surincidences ou des sous-incidences. On est toujours dans la recherche de savoir s'il y a des facteurs extérieurs ou des différences géospatiales et temporelles de l'incidence de l'atrésie de l'œsophage. Il y a un travail équivalent dans la maladie de Crohn qui existe sur le registre depuis déjà des années, qui a pu identifier que dans certaines zones rurales de tel endroit, il y avait une surincidence, dans d'autres endroits, ce qui permet de guider des enquêtes plus étiologiques, toxico, climatiques, etc., etc. Voilà. Donc, cette approche biostatistique était impossible pour 2 raisons. On n'avait pas assez de données pour qu'il y ait de la puissance. Et on en a, alors on n'a pas une puissance géniale, il aimerait bien en avoir 10 fois plus, mais on ne peut juste pas lui en donner 10 fois plus. Et 2, il fallait les codes INSEE et non pas que la commune, parce que je ne sais pas quoi, une commune peut avoir plusieurs codes INSEE. Le code postal est beaucoup moins exact. Bref, et du coup, grâce à ça, on a exactement la taille de la commune, la taille du quartier, et on peut avoir une analyse beaucoup plus fine. Donc, c'est ce qui est en cours. Et Katialine a passé je ne sais pas combien d'heures à prendre code postal par code postal, adresse par adresse, pour recoder et refaire un code pour nos 2000 et quelques fiches. Vous imaginez le boulot. Peut-être ça va faire flop, peut-être que l'analyse va montrer zéro variation. On n'a pas vu gros choses, mais est-ce qu'il y en a plus dans le sud, dans le nord de la France? Est-ce qu'il y en a plus dans les dom-toms qu'en métropole? Parce qu'on a aussi la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion dans notre registre. Voilà, des données qui pourraient nous permettre d'identifier peut-être des facteurs d'environnement au sens large, pouvant expliquer des surincidences ou des sous-incidences. Voilà, ça n'a jamais été fait, hein, personne ne sait ça. Non, pas de souci.
Et juste la dernière étude dont je voulais vous parler parce qu'elle a débuté, c'est l'étude d'Anao sur l'impact du diagnostic anténatal versus postnatal des atrésies de l'œsophage. Donc l'étude, elle a été ouverte à Lille. Le premier parent a été inclus en mai de cette année. Apparemment, des conventions, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, les conventions ont été signées avec ces 12 centres. Les conventions avec les autres centres vont arriver. Donc, les mises en place vont être effectuées. Et si vous avez besoin d'aide, des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire des tableaux pour chaque centre pour avoir la liste des patients qui sont potentiellement incluables, ce qui vous évitera de rechercher, vu qu'on a ces données avec le registre. Donc, voilà, on va essayer de… Alors, cette étude, c'est la psychologue de Lille qui va appeler les parents qui sont inclus pour leur poser 4 questionnaires de psychologie. Il n'y a pas de données autres que si c'était un diagnostic anténatal ou postnatal, le type d'atrésie. Il me semble que c'est à peu près tout. C'est à l'âge de 2 ans de l'enfant. C'est entre 1 et 2 ans de l'enfant. Bah, tu peux venir expliquer peut-être plus, ça sera plus simple. En fait, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer les effets psychologiques chez les parents et plus particulièrement si le moment d'annonce du diagnostic, si c'est anténatal ou postnatal, a un impact sur les effets psychologiques chez les parents. Voilà, avec des enfants qui sont opérés pour une atrésie. Ce qu'on attend en pratique des centres qui participent, c'est d'identifier les noms et de prévenir la famille, d'envoyer l'info et ils auront un coup de fil de la psychologue. Rien à faire, Oui. enregistrer, c'est la psychologue du centre qui passe ça avec coup de fil aux parents pour leur poser ces questions. Oui. Ça, Et en fait, c'est des entretiens téléphoniques pour administrer les questionnaires chez les parents. Voilà. Les 2 parents sont incluables. Il y a une étude ancillaire sur les papas aussi. Donc, celui qui vient à la consulte de CMD peut être inclus dans l'étude. Et voilà, je vous remercie. Voilà, on est prêt à… Ah oui, je vais me mettre là-bas, pardon. Du coup, si vous avez des questions sur ces projets, et à nouveau, je vous répète, la philosophie que vous avez bien compris, on l'a vu par les exemples rapportés. Si dans votre centre, si vous avez une idée et que cette idée a besoin des données du registre pour y répondre, on a vu l'algorithme des Pays de Loire, on a vu les petits points de naissance avec les Lyonnais, etc. Il y a toujours un projet porté par les collègues de Necker sur l'association atrésie duodénale et atrésie de l'œsophage. Bref, on voit passer, il y a un conseil scientifique qui a été mis avec des collègues de différentes villes, de différentes spécialités chirurgicales, pédiatriques, pneumologues, etc., qui, du coup, respectant les règles scientifiques d'utilisation et de publication des données, vous permettent d'accéder, d'avoir une extraction de ce qui vous est nécessaire dans la base de données pour répondre à votre question et d'avoir la pleine autonomie de l'utilisation des données pour voilà, une thèse ou un travail, un mémoire, une publication, comme on a vu des exemples aujourd'hui. Donc, je réitère cette invitation. Il y a des règles, c'est assez simple. Hein. Ronnie qui a accepté de piloter un peu ce comité scientifique. C'est une page recto verso. Qu'est-ce que je veux en faire? Quelles données? Pourquoi? Quel est mon objectif principal, secondaire? Et je m'engage à respecter les règles de publication qui ont été déterminées et validées par notre comité scientifique. Et puis, c'est tout bon. Après, il faut le temps qu'on sorte les trucs et tout ça. Et on vous envoie les tableurs ou les extractions de la base. C'est ça? Il y a 15 jours pour les lectures et les commentaires du comité. Et 15 jours après, on vous répond et le travail peut commencer. Par contre, Catyaline, des fois, elle est… Voilà. Un peu plus long. Il faut qu'on close Catyaline, cette seule. Est-ce qu'il y a des commentaires des gens qui sont derrière leur écran? Des questions? Là-bas, il n'y avait pas.
S'il n'y en a pas, bien, on est à l'heure. Il y a un déjeuner, alors je ne sais pas où ça se passe, mais à la cafétéria dans le hall de cette belle faculté de médecine pour ceux qui mettent un pied pour la première fois. Construite en l'an 2000, elle est pas mal, hein, elle est encore bien conservée, elle est belle. Ouais. Oui, bien sûr. Merci pour compléter votre proposition d'aide en tant qu'association de patients à notre faible niveau. Ouais. Si on peut vous aider à Lille, comme dans différents centres, on a remotivé des délégués régionaux qui essayent d'animer un peu les communautés dans plein d'endroits. On a une vingtaine maintenant qu'on va valider dans notre futur AG. Donc voilà, si on peut vous aider, si on peut vous contribuer, aider sur les études, n'hésitez pas à nous solliciter. On a une mailing list qui marche assez bien. On a forcément, ça tourne un peu, on a régulièrement à peu près 250 adhérents qui partent un peu puis qui reviennent. Mais globalement, on touche un peu plus que ça aussi, puisqu'effectivement, on va toucher 300, 400 personnes à peu près avec les contacts. On a un prix pour essayer d'aider aussi, solliciter, donc, et vous donner un peu de publicité aussi, donc on essaye de le faire. Si vous-même, vous pensez d'autres idées, on peut éventuellement contribuer. Oui, merci de cette remarque et pour dire en effet que le prix de recherche a déjà servi. Je crois que Dom Touring, voilà, on a eu un protocole et un projet qui a été publié sur la prévalence du dumping syndrome dans l'atrésie de l'œsophage chez les enfants qui n'ont pas une Nissen et qui a été soutenu par votre association. On est aussi en collaboration importante et j'avais oublié de répondre tout à l'heure dans ce gros projet Transisome dont je vous ai parlé. L'association fait partie, la FAO est un des partenaires et que de plus en plus dans les outcomes et les suivis et l'exploitation des données, la transition des données, c'est un élément extrêmement important de connexion. Voilà. Mais merci de cette remarque, tout à fait. Voilà, donc je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe de cette séance et de vos interactions, de votre présence. J'ai vu qu'il y avait eu 35 ou 38 connectés plus les présents, c'est pas si mal du tout. Cet après-midi, on a la filière, hein, vous savez qu'on regroupe. Hier, c'était la hernie de coupole. Demain, il y a à nouveau une matinée mixte entre filière et les centres de mardi. Et demain après-midi, le centre de référence des maladies rares digestives. La hernie de coupole s'est bien passée. Je vois la chef de projet hier. Je pense que voilà, c'est les échos que j'ai eus. Ça permet aussi de regrouper. C'est beaucoup les mêmes acteurs qui sont. Il se passe beaucoup de choses. On a beaucoup de chance en France hein, pour traîner un peu avec Ronnie dans Hernica. Il y a beaucoup d'Européens qui nous envient finalement l'organisation qui s'est mise en place en France et qui nous laisse encore de l'avance sur beaucoup d'autres pays. Voilà. Donc un grand merci, bon appétit. Et donc c'est 14h ici la suite, Audrey? C'est 14h ici? Voilà, 14h ici pour Fimato et merci beaucoup de votre venue pour ceux qui sont venus.